Bienvenue sur Savoir-faire digital. Aujourd'hui, nous allons voir la programmation asynchrone, qui est un paradigme souvent associé à la gestion simultanée de nombreuses opérations sans bloquer le programme. Cette démonstration s'intéressera spécifiquement à l'utilisation de la syntaxe Python async await au sein du puissant et moderne framework web Fast API. La force principale de Fast API réside dans les points suivants: sa rapidité, sa documentation API interactive automatique, son support natif de la programmation asynchrone. Nous allons explorer comment le fonctionnement de la syntaxe async await permet de construire des API hautement concurrentes et réactives. Voilà, commençons par élucider la différence entre la programmation asynchrone et la programmation synchrone. La programmation asynchrone est un paradigme de programmation qui permet à un programme de lancer une opération longue, généralement liée aux entrées et aux sorties, ou bien input and output, sans bloquer l'exécution des tâches suivantes. Au lieu d'attendre inactif, le programme peut passer à d'autres tâches en attente, par exemple traiter une autre requête client ou des données déjà disponibles, et une fois l'opération initiale terminée, le programme reprend son exécution là où il s'était arrêté, souvent grâce à des mécanismes comme les notions de callbacks ou bien les promesses ou bien la syntaxe moderne async await. Ici, nous allons nous concentrer sur cette syntaxe moderne qui permet d'écrire du code asynchrone. Par contre, dans un code synchrone ou bien bloquant, lorsqu'un programme rencontre une opération lente, par exemple lire un fichier ou bien interroger une base de données, l'exécution s'arrête complètement jusqu'à la fin de cette opération. Aucune autre tâche ne peut progresser pendant cette attente, ce qui entraîne une utilisation inefficace des ressources et une mauvaise escalabilité, en particulier dans les applications fortement dépendantes des entrées-sorties, comme par exemple dans les serveurs web. Voilà, maintenant comment utiliser le traitement asynchrone. La programmation asynchrone est particulièrement utile pour les opérations liées aux entrées et aux sorties, c'est-à-dire des tâches où le programme passe la plupart de son temps à attendre des ressources externes, par exemple des ressources réseau ou bien disque ou bien des ressources de base de données, plutôt qu'à effectuer des calculs CPU. Voici quelques exemples de traitement asynchrone. Donc, premier exemple, la communication réseau entre un client et puis un serveur. Donc ici, le problème, c'est quoi? C'est qu'un serveur synchrone se bloquerait en attendant qu'une requête client traverse le réseau ou bien qu'une API distante réponde. Donc, la solution asynchrone permet au serveur de traiter d'autres requêtes pendant l'attente des entrées ou bien des sorties, améliorant ainsi le débit. Deuxième exemple, les opérations sur disque. Par exemple, la lecture ou bien l'écriture de fichiers. Donc, le problème, la lecture ou bien l'écriture de fichiers volumineux bloque le programme, causant ainsi des délais. Solution, le programme peut céder le contrôle pendant l'accès au disque, permettant à d'autres tâches de s'exécuter
Par exemple, traiter des données déjà chargées, bien sûr, si la solution est asynchrone. Troisième exemple, appel d'API distante. Problème, l'appel à des services externes comme des passerelles de paiement ou bien gateway payments ou bien les API météo, ces appels-là introduisent en fait de la latence. Donc, solution asynchrone, les appels non bloquants permettent au programme de continuer à travailler en attendant la réponse distante. Quatrième exemple, les requêtes de base de données. Problème, les requêtes synchrones sérialisent les opérations, limitant ainsi la concurrence. Solution asynchrone, les pilotes de base de données modernes, par exemple AsyncPG ou bien SQL Alchemy avec Async.io, permettent des requêtes simultanées, améliorant ainsi la scalabilité. Maintenant, nous allons éclaircir la différence entre la notion de concurrence et la notion de parallélisme. En programmation, concurrence et parallélisme sont deux concepts souvent confondus, mais ils désignent des mécanismes distincts pour gérer plusieurs tâches. Commençons tout d'abord avec la notion de concurrence. Donc, par définition, la concurrence signifie que plusieurs tâches s'exécutent en chevauchement dans le temps, mais pas nécessairement en même temps. Pour le mécanisme, par exemple, un système concurrent alterne rapidement entre différentes tâches, donnant l'illusion qu'elles progressent simultanément. Par exemple, un serveur web gérant 1000 requêtes clients avec un seul thread en utilisant des opérations asynchrones. Le thread passe d'une requête à l'autre pendant les temps d'attente, réseau, base de données, etc. L'avantage est que ceci est beaucoup plus efficace pour les tâches liées aux entrées-sorties, comme nous venons de le dire. Par exemple, si il y a un transfert réseau, ou bien s'il y a une opération disque, ou bien s'il y a une requête API. Autre avantage, ceci évite le gaspillage de ressources CPU pendant les temps d'attente. Et pour les technologies qui sont associées, on peut citer Async.io pour Python. On peut aussi citer la notion de Event Loop avec Node.js ou bien coroutine avec Go. Maintenant, nous passons à la notion de parallélisme. Par définition, le parallélisme implique que plusieurs tâches s'exécutent réellement ici en même temps, en utilisant plusieurs CPU ou bien plusieurs corps. OK? Donc, le mécanisme ici est que chaque tâche s'exécute sur un thread ou bien un processus distinct, exploitant la puissance multicœur. Par exemple, un programme de calcul scientifique qui divise une tâche en 4 parties et que chaque partie est traitée par 4 threads parallèles, ou bien un serveur web avec plusieurs workers. Chaque requête est traitée par un thread ou bien un processus séparé. Pour les avantages, ceci accélère en premier les tâches liées au CPU, par exemple les calculs lourds, le traitement de son ou bien d'image, par exemple en computer vision, ou bien aussi en fait en machine learning. Autre avantage, ici nous avons une vraie simultanéité grâce au matériel multicœur. Et pour les technologies associées, on peut citer par exemple le multithreading avec Java ou bien le C++. On peut aussi citer le multiprocessing avec Python ou bien si vous préférez la version francophone Python. Il y a aussi parmi les technologies associées le GPU computing. Par exemple CUDA, Compute Unified Device Architecture. Voilà, avant de finir la comparaison entre la notion de concurrence et la notion de parallélisme, nous allons dresser un tableau comparatif. Donc ici, nous avons
trois colonnes. La première colonne, c'est les critères. Et dans cette colonne-là, nous avons, par exemple, nous allons comparer les exécutions simultanées des tâches. Après, nous allons comparer quelles sont les ressources qui sont utilisées. Et après, nous allons finir par les cas d'usage typiques. Et dans la deuxième colonne, nous aurons les critères pour, par exemple, la concurrence. Et dans la dernière colonne, nous avons les critères pour le parallélisme. Pour le premier critère, c'est-à-dire l'exécution simultanée des tâches, pour la concurrence, là, nous savons qu'en fait, l'exécution n'est pas simultanée. Par contre, ce que nous avons un chevauchement temporel des tâches. OK? Alors que pour le parallélisme, nous avons une vraie exécution simultanée des tâches. Donc ici, on a une vraie simultanéité. Voilà, maintenant passons à la deuxième comparaison ou bien au deuxième critère, c'est-à-dire les ressources qui sont utilisées. Pour la concurrence, nous avons un seul thread plus un basculement contextuel, n'est-ce pas? Et puis, pour le parallélisme, nous avons plusieurs threads ou bien processus. Et pour la dernière ligne, donc les cas d'usage typiques, pour la concurrence, nous avons des entrées-sorties. Donc, c'est des opérations qui sont appelées input-output bound operations. OK? Par exemple, trafic réseau, opération sur disque ou bien des requêtes de base de données. Et pour la notion de parallélisme, nous avons par exemple des calculs CPU intensifs. Ici, les opérations sont appelées CPU Bound Operations. Voilà, on va aussi ajouter quelques remarques importantes. Donc, il faudra noter que contrairement au parallélisme, la concurrence ou bien la programmation asynchrone n'accélère pas les tâches qui sont CPU bound. Aussi, la concurrence est une optimisation pour l'attente des entrées et des sorties. Donc, on peut dire que ici, avec la concurrence, c'est la notion de faire plus avec moins de ressources. Pour le parallélisme, c'est une optimisation non pas sur les attentes, mais sur le calcul lui-même, le calcul CPU. Donc ici, c'est faire plus vite avec plus de ressources. Maintenant, nous allons passer aux avantages de l'utilisation de async, await en programmation asynchrone. Donc, la programmation asynchrone traditionnelle entraîne souvent des opérations profondément imbriquées qui rendent le code difficile à lire et à gérer. C'est la notion de callback hell ou bien en faire des callbacks. Par exemple, imaginez que vous devez récupérer les données d'un utilisateur depuis une API, puis en deuxième position, vous utilisez l'identifiant de l'utilisateur pour récupérer ses commandes et troisièmement, pour chaque commande, récupérer les détails des produits. Avec des callbacks traditionnels ou bien une chaîne de promesses, ces opérations imbriquées deviennent vite chaotiques, entraînant une faible lisibilité, donc difficile de suivre la logique à cause de l'imbrication profonde, un débogage complexe, donc les erreurs sont plus difficiles à tracer et à corriger, des défis en matière de maintenance, donc modifier ou étendre la fonctionnalité devient laborieux, une mauvaise propagation des erreurs, donc gérer les erreurs à travers plusieurs couches est compliqué. Maintenant, comment la syntaxe async await résout ces problèmes? La syntaxe moderne async await offre une solution élégante en permettant aux développeurs d'écrire du code asynchrone qui ressemble à du code synchrone. Cela permet une meilleure lisibilité, donc un code clair et structuré plus facile à suivre, un débogage simplifié, donc les traces d'erreur sont plus nettes et compréhensibles, une meilleure maintenabilité, donc modifier ou étendre le code devient plus intuitif, une abstraction de la complexité, ainsi les développeurs peuvent se concentrer sur la logique métier ou bien business logic plutôt que sur la gestion des callbacks. Voilà. Grâce à Async Await, dans des frameworks comme FastAPI
vous obtenez des applications plus propres, plus faciles à maintenir et plus efficaces, rendant le développement plus fluide et plus naturel. Voilà, nous venons d'établir les concepts fondamentaux de la syntaxe async await, mettant en lumière les avantages d'une meilleure lisibilité, d'un débogage simplifié, d'une maintenabilité améliorée et d'une abstraction de la complexité. Avec ces bases conceptuelles posées, restez à l'écoute pour notre prochaine vidéo où nous démontrerons l'application pratique de ces concepts avec des exemples de code réel. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci et à la prochaine. Bye.